Bonjour, bonjour à tous. Nous n'avons pas attendu le quart d'heure d'Ouésien, on a attendu seulement 5 minutes. En tout cas, merci pour cet intérêt que vous avez sur la mobilité décarbonée, la gestion, le pilotage, le contrôle des lois, des normes, des obligations en matière de gestion de flotte, de décarbonation des flottes et des lois également, des normes sur le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Donc on a invité quelques experts dans ce domaine et qui vont eux-mêmes se présenter parce que je trouve que c'est plus sympa que chacun se présente et qui mieux que soi-même peut se présenter. Moi-même, je viens du monde de l'électromobilité depuis 15 ans et j'ai donc créé une structure que surtout Sébastien et Jérémy vont vous présenter. Voilà, donc Jérémy, tu peux te présenter. Oui, merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jérémy Salomé, je suis consultant en mobilité au sein du bureau d'études Odyssée, qui est donc un bureau d'études pluridisciplinaire qui traite différentes problématiques, à la fois de la mobilité, des enjeux environnementaux et également des enjeux de planification territoriale et de projets urbains. Voilà, second intervenant pour... Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sébastien Pinault, le fondateur de The Blue Way, donc partenaire d'Immobility Expert et Odyssée, sur les questions spécifiquement de transition écologique des flottes d'entreprises. Donc voilà, on vous décrira tout à l'heure en un peu plus de détails quel processus on met en place dans les entreprises pour parvenir à cette transition à la fois modale et énergétique. Justement, bon relais avec l'énergie, avec Jean-Michel. Donc Jean-Michel Jossem, moi je suis délégué territorial d'Enedis. Donc Enedis, c'est le gestionnaire de réseau de distribution publique d'électricité. Donc on est au cœur de la transition écologique avec par exemple 95% de la production photovoltaïque ou plus généralement renouvelable qui est raccordée sur notre réseau. L'ensemble aussi des bornes de recharge dont on va parler sont raccordées à notre réseau. Donc on est vraiment très très impliqué dans la mobilité électrique. Voilà, et donc il faut effectivement recharger et connecter des véhicules, donc DPT. Yep. Bonjour à tous, Khalid Araïs, chef des ventes nationales pour la société DBT, qui est le fabricant français de bornes de recharge pour véhicules électriques, aussi bien bornes de recharge normales que accélérées. Donc pour se recharger, il faut fabriquer des bornes, les poser, et c'est pour ça que je passe la main. Voilà, il faut des opérateurs pour distribuer et proposer ces services de recharge. Merci pour la transition. Donc bonjour à tous, je suis Stéphane Chilton, je suis directeur commercial chez Bump. On est opérateur, donc on installe des bornes, on les exploite, on les maintient pour justement charger et faire tout ce que mes collègues avant vous ont décrit. Voilà, donc comme vous voyez autour de cette table ronde, un écosystème que l'on va vous développer. Et donc on va commencer par les aspects études, sous tout ce qui est un petit peu parfois rébarbatif, mais il faut partir sur des lois, des normes, des obligations. Et donc Jérémy va vous expliquer un peu tout ce contexte général de l'électromobilité. Oui, merci Jean-Luc. Effectivement, la mobilité est un sujet extrêmement important. Savoir se déplacer, pouvoir se déplacer, c'est une problématique qui est transversale dans les politiques publiques. On en parle dans les politiques de planification territoriale, dans les politiques de santé, dans les politiques environnementales également. Et justement, en parlant d'environnement, la mobilité, l'enjeu premier de la mobilité, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre produits lors de nos déplacements, parce que justement, la mobilité est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec 31% des émissions à l'échelle française. Et parmi ces 31%, vous avez 53% qui est réalisé par la voiture. Donc c'est-à-dire la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité sont réalisées par nous-mêmes tous les matins, tous les soirs, tous les midis en rentrant du travail ou en faisant des loisirs, où la voiture est prédominante dans l'utilisation des modes de transport pour se déplacer. Alors, si ça passe bien, là je vais si ça veut bien, dérouler. Voilà, une petite vidéo qui a été produite par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire sur quelques chiffres de la mobilité en sens large à l'échelle française. Donc en fait, on se rend compte que ce qui va être affiché, c'est qu'on passe plus d'1 heure en fait, dans les transports de manière quotidienne.
1h02, et ce temps en fait a augmenté au fur et à mesure des années. C'est 6 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Donc on passe plus de temps sur la route, et du coup ça fait augmenter notre nombre de déplacements par jour. Mais ce qui est extrêmement important en fait, c'est que on parle de mobilité locale, donc c'est la mobilité quotidienne, c'est du domicile travail, du domicile loisir, du domicile études. Et quand on regarde un peu plus les chiffres sur les parts modales en fait réalisées, c'est que la voiture est le premier mode de transport utilisé en France. À hauteur, alors si ça avance, on est aux alentours de 63% de mémoire en 2019, c'est les derniers chiffres. On voit que ça diminue légèrement, mais seulement de 2 points en 10 ans. Donc c'est vraiment très minime. Quand à l'inverse, la marche augmente, et les transports en commun également, très légèrement. Sur la marche, on augmente, sur le transport en commun, on a augmenté de 1 point seulement. Et la politique vélo, on est resté stable entre 2008 et 2019 sur 3% par modal. Ensuite, la mobilité, c'est aussi également un déterminisme, j'ai envie de dire, urbain. En fonction de là où vous habitez, les pratiques de mobilité ne sont pas les mêmes. On va davantage utiliser la voiture dans les milieux ruraux. On a aussi un déterminisme social, où les femmes utilisent davantage la marche ou les transports en commun par rapport à l'homme qui utilise davantage la voiture. Donc, et on a aussi un déterminisme en termes j'ai envie de dire, d'âge. Quand vous êtes jeune, forcément, vous utilisez plus les transports en commun. Plus, en fait, j'ai envie de dire, on est dans la vie active, au plus on va utiliser la voiture. Et quand on devient retraité, on utilise davantage la marche. Donc, c'était quelques chiffres que vous allez pouvoir récupérer dans la présentation que je voulais vous présenter. Donc, ça, c'est vraiment les enjeux actuels de la mobilité. Et ça veut bien passer. Est-ce que tu peux appuyer sur la flèche? Bien. Non, ouais. Attends, parce que là, du coup. Le F5, il est où, là? Voilà, on va revenir sur la slide, excusez-moi. Et juste faire ça. Voilà. Et en fait, pour venir réduire l'empreinte carbone de nos déplacements, on a différentes lois qui est mis en place par le législateur, donc par le gouvernement, entre guillemets, et cela passe notamment par la mise en place de la stratégie nationale bas carbone qui va venir décarboner l'empreinte carbone de la voiture pour arriver jusqu'en 2050 à 0 émission de gaz à effet de serre produit dans le cadre des déplacements. Et puis, on a aussi d'autres réglementations en vigueur récentes depuis la loi d'orientation des mobilités en fin 2019, début 2021, et puis la loi climat et résilience en 2021 qui va venir contraindre en fait l'utilisation de la voiture thermique, j'ai envie de dire, sur certains territoires, notamment avec la mise en place de zones de faibles émissions. Au départ, on était sur les métropoles, et puis après, la loi du coup climat et résilience de 2021 a obligé entre guillemets les agglomérations de plus de 150 000 habitants à mettre en place ces zones qui vont justement limiter la circulation des véhicules polluants au sein de ces territoires. Et donc, quelles sont les obligations et comment doit-on agir? Pour cela, en fait, il y a plusieurs leviers à actionner. Vous avez toujours en termes de réglementation, à la fois ici, si on reste sur le local, vous avez le plan de protection de l'atmosphère Nord-Pas-de-Calais qui vient justement impliquer les entreprises et les collectivités territoriales à mettre en place des plans de mobilité employeurs. Donc le plan de mobilité employeur, c'est une étude qui est faite au sein d'un territoire ou bien d'une entreprise et qui va diagnostiquer les pratiques de mobilité et mettre en place des fiches actions pour justement réduire l'impact carbone des déplacements quotidiens. Et puis après, vous avez également, et ça je vais laisser la parole après à Sébastien, sur des éléments chiffrés de verdissement des flottes d'entreprises. Alors, vous avez du côté des collectivités territoriales ce qu'on appelle des AOM, des autorités organisatrices de la mobilité, qui sont vraiment les collectivités qui vont mettre en place les politiques publiques de mobilité à l'échelle d'un territoire. Avant la loi LOM, c'était essentiellement les métropoles et puis les communautés d'agglomération qui devaient mettre ça en place, donc vraiment les gros territoires. Sur les petits territoires, c'était par défaut la région qui était, on va dire, AOM régionale. Et depuis la loi LOM, en fait, les comités
communautés de communes, donc les plus petites intercommunalités en France, donc ça va de 15 000 à environ généralement 100 000 habitants, ont pu délibérer et prendre potentiellement la compétence mobilité. Et on regarde que en fonction des régions, plusieurs comités de communes ont décidé de prendre la compétence et du coup, de fait, in fine, de mettre en place une politique publique de mobilité qui va venir développer les mobilités douces, qui va venir développer les mobilités partagées et réduire également l'impact de la voiture dans les trajets quotidiens. Et donc cela se traduit par la mise en place d'un volet mobilité à l'échelle des plans de planification à l'échelle territoriale, donc ce qu'on appelle les SCOT à l'échelle plus large, donc les schémas de cohérence territoriale, les PLUI, donc les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PCAET également, donc c'est les plans climat, air, énergie territoriaux, où en fait à travers ces documents auprès des collectivités, on va avoir une politique mobilité transversale qui va venir flécher des actions à mettre en place pour réduire l'impact carbone des voitures. D'accord, donc en fait on a d'un côté l'approche RSE, de l'autre côté on a le PCAET, et comment l'entité donc Immobilité Expert et le groupe Odyssée peut accompagner les entreprises et les collectivités? Alors, dans le cadre des collectivités, on peut les accompagner notamment par la mise en place de schémas directeurs IRVE. Voilà, qui est en fait un document de planification. On va venir outiller les collectivités sur la mise en place de bornes électriques. On va venir étudier l'usage. En fait, en fonction de l'usage, on ne doit pas forcément mettre une borne classique. On peut mettre des bornes plus lentes parce qu'on est sur différents types d'itinéraires. Et on peut aussi intervenir auprès des entreprises pour réaliser leur plan de mobilité entreprise. On va venir faire un diagnostic, un plan d'action, une évaluation de manière totalement concertée. Et c'est là où l'enjeu est important, c'est que pour mettre en place ce type d'initiative, que ce soit un schéma directeur IRVE, que ce soit un plan de mobilité employeur, il faut qu'il y ait une ambiance qui soit créée au sein des partenaires pour vraiment développer la thématique de mobilité décarbonée. Donc la bonne borne au bon endroit pour le bon usage dans les meilleures conditions. Donc on voit effectivement qu'il y a 3 grands axes de recharge. Il y a la recharge domicile-travail et la recharge à destination quand on va à l'hôtel, au camping ou dans un centre commercial, et la recharge en itinérance. Et on va revoir tous ces aspects fonction par fonction, voire produit par produit, jusqu'au logiciel. On aura également des aspects qui vont être repris par des opérateurs, en l'occurrence par Bump. Donc là, on est effectivement sur une approche générale. On a Sébastien va nous expliquer un petit peu comment prendre en considération ces problématiques dans le transport, la logistique, mais aussi dans l'usage de cette mobilité au sein de l'entreprise, donc ce qu'on appelle les flottes, éventuellement la car policy de la flotte de l'entreprise. Ok, bonjour à tous. Enfin, rebonjour. Parfait. Donc, en effet, en ce qui me concerne, on a une activité qui est purement focalisée sur les entreprises. Alors, on a mentionné quelques statistiques, effectivement, en termes d'impact de CO2 global en France, les transports, environ 30% des émissions nationales. Il faut savoir que en fait, le transport routier, c'est pratiquement 90% de cet impact des transports. Et les entreprises sont responsables globalement pour la mise à la route de la moitié des véhicules neufs en France. Donc véhicules particuliers, véhicules utilitaires, véhicules lourds. Voilà, donc on a choisi du côté de The Blue Way de vraiment se centrer sur le cas des entreprises pour les aider à décarboner leur flotte. Du coup, les aider à mettre en place une transition vers des solutions alternatives. Alors aussi bien d'un point de vue énergétique que modal. On travaille beaucoup sur l'aspect énergétique avec l'électrification. Du coup, et voilà. Alors, je vais vous expliquer très brièvement, quel est le process à travers duquel on fait passer nos entreprises clientes pour arriver à ces fins. Voilà, en quelques mots. Alors,
clairement, les enjeux auxquels font face les entreprises aujourd'hui, c'est, je dirais, en premier lieu, il y a quelques points douloureux. On voit aujourd'hui que le marché automobile est en pleine révolution. Très clairement sous la pression des objectifs climatiques. Il y a donc une dynamique qui est amorcée vers l'électrification et qui est en train de complètement transformer le marché automobile. Comment ça se répercute pour nos clients? On voit des entreprises qui voient une inflation énorme des coûts des véhicules, des coûts afférents à la flotte d'une manière globale, et puis une difficulté à rester dans le fonctionnement habituel. Par exemple, les véhicules diesel disparaissent les uns après les autres. Donc les flottes ont beaucoup de mal à renouveler, les gestionnaires de flotte ont beaucoup de mal à renouveler leur parc à ISO conditions et ne comprennent plus très souvent ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des contraintes réglementaires fortes comme celle de la loi LOM, par exemple, qui impose un pourcentage de renouvellement en véhicules faible émission. Ça, c'est le deuxième point, et très souvent nos clients ne savent pas comment intégrer ces véhicules dans les flottes, avec souvent un surcoût qui s'additionne à tout le reste. Et puis ensuite, le dernier point, c'est les ZFE. Vous en avez sans doute entendu parler, du coup des zones d'accès restreint dans les grandes métropoles, à Paris par exemple, jusqu'à preuve du contraire. 1er janvier 2024, véhicules diesel interdits au cœur de la ZFE. C'est vraiment une contrainte très très forte. Donc voilà, donc il faut faire quelque chose aujourd'hui, c'est un peu la conclusion, et donc on a un rôle d'accompagnement des entreprises pour les guider finalement dans toutes ces problématiques. Alors comment on procède? La première chose, c'est qu'il faut vraiment, il est très très important aujourd'hui de comprendre l'usage réel des véhicules. Il n'y a plus de solutions absolument versatiles qui peuvent répondre à tous les usages. Il faut adapter les solutions aux usages réels. Donc quand on intervient dans les entreprises, on mène l'enquête auprès des directions, auprès des branches opérationnelles, auprès des collaborateurs eux-mêmes. Si besoin, on s'appuie aussi sur des données télématiques pour vraiment comprendre au quotidien comment sont utilisés les véhicules. Et c'est pas du tout pareil si on a 2 véhicules qui parcourent par exemple 30 000 km par an. C'est pas du tout pareil de les parcourir en faisant, je sais pas, par exemple 50 km tous les jours, ou faire un jour 500 km et le lendemain rien du tout. L'usage n'est pas du tout le même et on va pas y répondre par les mêmes solutions. Donc voilà. Une chose qui est importante, c'est qu'on a des réponses qui sont énergétiques, mais on a aussi des réponses qui sont modales. Et de plus en plus, on voit que les politiques publiques encouragent le recours à d'autres solutions que le véhicule individuel, notamment. Et aujourd'hui, les entreprises ont un rôle à jouer et ils peuvent y trouver un intérêt. D'autant plus qu'on a un désintérêt croissant des nouvelles générations pour l'automobile. Par exemple, le véhicule de fonction ne fait plus rêver tout le monde. Donc voilà, il y a d'autres solutions aujourd'hui qui existent pour se déplacer, mais aussi parce que le véhicule est souvent un élément de rémunération et on a d'autres solutions d'attractivité aujourd'hui. Donc on y travaille fortement dans les entreprises. Oui, donc on parle ensuite de TCO. Tu pourrais nous en donner un peu plus? Parce que moi j'entends des loueurs parler de TCO. Est-ce que The Blue Way a la même approche qu'un loueur de véhicule? Alors, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, quand vous comparez par exemple un véhicule électrique à son équivalent thermique, il y a un surcoût à l'achat, il y a un surcoût en termes de loyer qui est directement répercuté. Et en fait, beaucoup d'entreprises sont bloquées ici parce qu'elles voient finalement un coût additionnel à rajouter au véhicule et ça passe pas du tout et ça freine clairement l'adoption de la mobilité électrique en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le coût pour l'entreprise d'un véhicule n'est qu'à 50% représenté par le loyer.
Les 50 autres %, c'est effectivement le carburant, hein, l'entretien, la fiscalité qui est très importante. Et en ne regardant que le loyer ou le coût d'achat, l'entreprise ne voit que la moitié de l'image. Or, le véhicule électrique permet de fortement diminuer les autres postes de coûts, tant et si bien qu'aujourd'hui, par exemple sur les véhicules de fonction, passer à l'électrique à véhicule équivalent, c'est faire une économie de 10 ou 20% sur le coût total. Vraiment de manière répétée, c'est ce qu'on constate. Donc voilà, donc il est fondamental de basculer sur cet indicateur qui est le coût total de détention, TCO en anglais, et qui permet de voir enfin comment se comparent les différentes options énergétiques en particulier, mais aussi sur la partie modale. Voilà. Je vous présente rapidement ici, mais on n'a pas le temps non plus de s'y attarder, mais pour illustrer le fait que l'électrification est un vrai levier de décarbonation. Contrairement, il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent sur les réseaux, dans les médias, etc. Quand on regarde vraiment en France les chiffres de manière détaillée, on se rend compte que c'est un vrai levier pour la réduction des gaz à effet de serre. Hein. On peut arriver finalement à diviser par 3, voire par 4 le bilan cycle de vie du véhicule, et c'est vraiment fondamental dans une trajectoire bas carbone. Voilà. Sur la recharge, hein, dans les entreprises, comme l'a mentionné Jean-Luc, on s'intéresse effectivement à l'usage réel. Il ne faut pas surdimensionner les installations. Il est vraiment important d'équiper en borne, d'équiper aussi à domicile, etc. On y travaille. Ça pose aussi des problèmes de politique RH, des problèmes d'adoption au niveau social, etc. Mais il faut vraiment travailler dans le détail pour avoir les solutions qui permettent de fonctionner au quotidien, mais avec un coût optimisé. Donc voilà, et puis je mentionnais alors un aspect important sur lequel je vais conclure, c'est l'accompagnement au changement. On se rend compte que les entreprises, finalement, une fois qu'on a passé la barrière du coût, qu'on a compris le TCO, etc., ce qui est très important, c'est d'embarquer les collaborateurs dans cette démarche de changement. Donc lui donner du sens, expliquer pourquoi, par exemple, d'un point de vue de la décarbonation, ça a du sens, économiquement aussi, et puis ensuite expliquer comment ça fonctionne. Beaucoup de gens sont bloqués encore sur l'autonomie, sur la recharge, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu l'opportunité de l'expérimenter, de comprendre comment ça fonctionne. C'est très important. Donc on a développé tout un parcours de formation pour les collaborateurs aussi, pour traiter cet aspect-là. Voilà, et je conclurai là-dessus en passant la parole il reste juste pour expliquer un peu la méthodologie, l'organisation de... Oui, mais j'y ai passé, je pense qu'on va... on répondra éventuellement aux questions. En aparté, si vous voulez, je pourrais vous présenter la démarche complète avec très grand plaisir. En attendant, je passe la parole donc à mon collègue d'Enedis. Voilà, Jean-Michel, effectivement, pour recharger tous ces VE, il faut de l'énergie. Il faut transporter l'énergie jusqu'à la borne de recharge, jusqu'au point de livraison, puisque Enedis s'arrête au point de livraison, mais pas que, puisqu'il faut apporter certaines approches, certains conseils, certains accompagnements pour bien comprendre cet écosystème. Effectivement, donc en fait, pour Enedis, donc gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, on va jouer finalement sur deux tableaux, c'est-à-dire que on a toute la partie de connaissance de notre réseau, donc on peut, on a développé des services qui permettent de connaître, avoir la cartographie avec la capacité de nos réseaux. Donc c'est-à-dire que demain il y a un projet, on est capable de dire voilà quelle est la capacité du réseau, que ce soit en injection ou bien en soutirage. On a aussi développé donc un simulateur qui nous permet à tout moment aussi effectivement de simuler une solution technique de raccordement et une simulation de son coût. On a aussi, on peut travailler, on voit que nos réseaux sont de plus en plus, impactés par la transition écologique, c'est-à-dire qu'il faut quand même mesurer l'impact sur les réseaux de tous les systèmes d'énergie renouvelable, donc toutes les centrales d'énergie renouvelable. Il faut pouvoir aussi prendre en compte les nouveaux usages. Par exemple, le fait de développer des bornes de recharge pour véhicules électriques, ça va impacter le réseau. Le fait de développer, par exemple, chez les particuliers, des pompes à chaleur pour remplacer des chaudières à combustible, ça va impacter le réseau. Et donc aussi, on est en capacité maintenant de faire des études prospectives pour voir quels seront les impacts sur notre réseau sur du moyen et sur du long terme en prenant des hypothèses. Et donc, ça va nous permettre aussi de mettre à niveau, de pouvoir maintenir nos réseaux à niveau pour être en capacité finalement de faire face à l'ensemble de ces solutions.
On a aussi un deuxième point, donc on a à la fois donc, le réseau, mais aussi à travers le réseau, on a des systèmes de comptage, donc par exemple avec le compteur Linky, donc on va compter finalement toutes les consommations et toutes les productions d'énergie. Et donc finalement, on a des bases de données qui sont assez considérables, que l'on peut, mettre à disposition de clients pour qu'ils puissent finalement bien comprendre leur consommation d'énergie et pouvoir prendre des mesures qui vont bien. Ou éventuellement, on peut, pour des collectivités, agréger ces consommations pour leur dire, voilà finalement ce qui se passe sur votre territoire, voilà quelles sont des zones, par exemple, énergivores. En termes de logement, vous voulez demain développer des applications, des démarches pour, sur l'efficacité énergétique des logements. On est capable de dire, voilà, dans telle ou telle zone, voilà les zones où vous avez des logements énergivores. Voilà, tout ça. Alors on ne peut pas donner des consommations individuelles, c'est interdit, mais on peut donner des agrégats de consommation qui permettent d'avoir des grandes tendances. Donc ça, c'est, disons, ce que Enedis fait de manière très générale, très globale en termes de transition écologique. Et puis après, il y a des choses plus spécifiques en termes de mobilité électrique. Voilà, donc la question, effectivement, c'est comment vous accompagnez les territoires sur ce déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Alors donc, on peut accompagner à plusieurs niveaux. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, c'était les schémas directeurs d'IRVE. Donc on peut mettre déjà, donc on va travailler donc, de manière étroite avec les collectivités qui portent le schéma. Donc ça peut être une agglomération, un syndicat d'électricité, une autorité organisatrice de la mobilité. Donc en fait, on peut mettre à disposition un certain nombre de données qui vont leur permettre finalement de nourrir ce schéma. Par exemple, les données sur l'immatriculation des véhicules sur le territoire, des données sur la typologie du territoire, les données aussi sur nos réseaux. Quelles sont les capacités, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la capacité de notre réseau. Est-ce qu'on est en capacité finalement d'accueillir les bornes à tel ou tel endroit ? Donc en fait, tous ces éléments-là vont permettre finalement de nourrir et de pouvoir ensuite permettre à la collectivité d'élaborer son schéma directeur. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, après, on va arriver dans une phase pratique, parce que du schéma directeur, donc on va déployer des bornes. Et là, on va revenir sur capacité du réseau. C'est-à-dire, si j'installe à tel ou tel endroit, finalement, est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que c'est possible simplement, c'est-à-dire c'est un simple branchement, ou est-ce que le réseau, il faut renforcer le réseau, il faut faire une extension de réseau, et donc il y a des coûts qui sont induits importants. Donc l'idée quand même, c'est de pouvoir limiter les coûts de raccordement. À la fois, ça permet à l'opérateur finalement de minimiser ses coûts, et puis je dirais, quand on regarde l'économie globale pour la collectivité, il faut utiliser le réseau au maximum de ses capacités et éviter autant que faire se peut des investissements d'extension ou bien de renforcement, alors que peut-être à quelques mètres de là, on déplace un peu la borne et on peut la raccorder sans problème. D'accord. Alors on va travailler aussi sur le réseau, par exemple, on parlait des transports publics, donc par exemple sur des bus, si demain électrification de bus, donc il y aura forcément des besoins sur des sites, sur des dépôts, de pouvoir augmenter fortement la puissance électrique nécessaire. Donc là aussi on est capable de pouvoir aussi optimiser finalement avec notre réseau, optimiser le raccordement de ces nouveaux branchements. On est aussi en capacité, par exemple, sur des lignes qui ont à électrifier, de pouvoir déterminer à quel endroit finalement on peut optimiser, si on fait du biberonnage par exemple sur des bus. On peut aussi travailler par exemple, quand on va travailler sur des flottes de véhicules pour des sociétés, ça veut dire que le site de la société, lui aussi, va avoir sûrement un accroissement conséquent de ses besoins d'énergie électrique. Et donc là aussi, on peut donc accompagner le chef d'entreprise finalement pour optimiser au mieux le raccordement. Moi j'ai par exemple une idée en tête, on était sur un site de transport, un dépôt, et finalement qui était sur un grand terrain, donc qui donnait sur plusieurs rues. Et donc là on était en fonction finalement de l'endroit où on raccordait le site, on pouvait faire varier du simple au double ou au triple le coût de raccordement, uniquement parce qu'il y avait un endroit, il y avait un simple branchement, alors que sur d'autres endroits, il fallait faire des renforcements ou des extensions de réseau conséquentes. D'accord, donc en fait, Enedis est un facilitateur dans la transition écologique avec un acteur neutre, facilitateur, accélérateur et opérateur de données, ce qui permet effectivement de bien dimensionner, de bien définir la stratégie de déploiement des bornes de recharge. Alors effectivement, nous, on est neutre quand on est service public. Effectivement, on gère le réseau, donc
pour l'ensemble des fournisseurs ou l'ensemble des opérateurs qui vont intervenir sur le réseau, donc que ce soit des producteurs d'énergie ou bien après des consommateurs. Donc finalement, on est neutre et on est à la disposition de l'ensemble des acteurs qui ont utilisé notre réseau. D'accord. Donc je passe des vues en même temps que tu parles, parce que tu ne suis pas exactement le flux. Mais c'est pas grave, puisque les messages y sont. Donc des solutions industrielles disponibles, avec des outils. Donc là, les outils, on en a parlé, tu vois, on a des outils comme par exemple la capacité du réseau, un simulateur de raccordement. On a des outils donc prospectifs qui vont permettre de voir l'impact d'un projet sur notre réseau sur du long terme, c'est-à-dire en fonction des politiques que vont développer des territoires en termes de, comme je disais, d'installation de pompes à chaleur, en termes de déploiement de bornes, en termes de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Par exemple, si demain tout le monde met des panneaux photovoltaïques sur sa maison, on va avoir un impact très fort sur notre réseau parce qu'il va bien falloir absorber ces flux d'énergie. Donc finalement, on se doit finalement de pouvoir, sur du moyen ou du long terme, finalement modéliser finalement comment sera le réseau, enfin comment devra évoluer le réseau pour être en capacité finalement de prendre en compte toutes ces évolutions liées à la transition écologique. D'accord, on fait des dispositions, comme on dit, avec des données, l'intégration de GNR. Là, on retrouve un petit peu globalement, alors j'ai pris une ville, sur un territoire donné, ce qu'on est capable de faire. Donc on intervient sur la mobilité électrique, on l'a vu. Maîtrise de la demande en électricité, c'est-à-dire que là, on a des courbes de charge. Donc avec des courbes de charge, on peut bien mesurer, bien comprendre ce qui se passe en termes de consommation, donc d'agir pour pouvoir faire des économies d'énergie. Responsabilité sociétale, donc là, c'est par exemple, on va travailler sur la précarité énergétique pour, par exemple, identifier des zones de précarité, tout ça. Nous, on intervient, par exemple, pour, en cas de problèmes de paiement de clients, les fournisseurs peuvent nous demander, par exemple, des réductions de puissance, des interventions. Et donc là, on peut, avec, en identifiant les zones où il y a de fortes interventions, voire des zones où il y a de fortes précarités. On va aussi intervenir urbanisme, aménagement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, finalement, c'est la planification territoriale. Donc, c'est voir comment doivent évoluer les réseaux en fonction de tous ces impacts finalement liés à la transition écologique, que ce soit de la production ou que ce soit de nouveaux usages de consommation d'énergie. Insertion des énergies renouvelables, on en a parlé, c'est effectivement... depuis le fort développement des énergies renouvelables, finalement, à tout niveau, que ce soit sur de la basse tension ou sur de la moyenne tension, ça impacte très fortement nos réseaux. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut simuler ce qui va se passer sur les réseaux pour que nos réseaux ils soient en capacité d'absorber toutes ces consommations, toutes ces productions nouvelles. D'accord, donc dans l'action et dans l'accompagnement, il y a plusieurs niveaux. Donc, on les retrouve sur ces 5 points. Donc là, sur ce point-là, on retrouve un peu tout ce que l'on fait dans le domaine de la mobilité électrique. Donc il y a les schémas directeurs dont on a parlé, déploiement des bornes, c'est-à-dire vraiment, je vais optimiser les coûts de raccordement des bornes, faire en sorte que finalement, utiliser au mieux les capacités du réseau. Bon, par exemple, j'ai un autre exemple en tête, c'est-à-dire c'était une zone de covoiturage, donc un grand parking, une zone de covoiturage avec une zone un petit peu, à l'écart, et il y avait très peu de réseaux dans le secteur. Bon. Et on avait un point de raccordement, donc avec des coûts très élevés. Et puis finalement, quand on regarde les plans, parce qu'on a une cartographie du réseau, on se rend compte que de l'autre côté du site, on avait un réseau qui n'était pas très très loin. Et donc là, on a plutôt proposé de raccorder les bornes à partir donc de l'autre côté du site, plutôt que sur le point qui avait été initialement proposé. Et là, il y avait des gains financiers qui étaient assez considérables. D'accord. Donc sur l'accompagnement sur les schémas directeurs, on en a un peu parlé, mais nous, en tant que bureau d'études, pour le déploiement d'un schéma directeur, on est obligé de s'adresser à Enedis parce qu'Enedis a des données que nous n'avons pas sur la capacité des réseaux à fournir l'énergie suffisante pour déployer soit des bornes au travers pour une flotte, par exemple, au travers d'un réseau privé, voire d'un réseau public. Exactement. Alors là, sur le schéma, on voit finalement, on a en fonction finalement des scénarios prospectifs d'immatriculation des véhicules sur un territoire, on peut en déduire finalement, avec un certain nombre d'éléments, par exemple quand on connaît la typologie des logements, on peut définir quels seront les besoins de points de charge sur ce territoire. À l'instant T, sachant que par exemple dans la région des Hauts-de-France, compte tenu de l'arrivée massive des gigafactories,
la mobilité électrique risque de déployer plus fortement que sur d'autres régions par motivation et par compétence, par connaissance technique et également sur les usages du véhicule électrique. Je crois que la région des Hauts-de-France risque d'avoir un fort potentiel plus qu'ailleurs. Tout à fait. On le voit bien parce que là, je pense que là, c'est effectivement, là, je pense que j'ai dû modéliser, ça doit être les Hauts-de-France, je crois, ou non, je ne sais plus exactement. Mais toujours, on voit bien, c'est un peu exponentiel. On voit que dans les années 2022, 2023, 2024, les besoins sont encore raisonnables, mais après, on a une augmentation considérable des véhicules qui vont être immatriculés et des besoins de points de charge. C'est-à-dire qu'il va falloir aller sur des déploiements massifs de bornes sur le territoire pour être en capacité de satisfaire les besoins. Voilà, donc dans le cadre d'un schéma directeur, on étudie la bonne borne au bon endroit pour les meilleures conditions d'installation, d'exploitation, d'installation et de raccordement au réseau. Donc on utilise des cartes, on croise avec on fait des cartes multicritères sur le tourisme, l'industrie, le commerce et l'usage public de ces points de charge, sans oublier par exemple les maisons de ville qui sont vraiment un problème sur la recharge à domicile sur la voie publique. Voilà, et quelques chiffres pour terminer, Jean-Michel. C'était pour vous donner à peu près quelques chiffres, c'est-à-dire qu'on estime qu'en 2035, on aura 17 millions de véhicules électriques en circulation. Je crois qu'actuellement, globalement, il y a 40 millions, je crois, de véhicules. Donc vous voyez, on aura pratiquement presque la moitié des véhicules qui seront électriques en 2035. 90% des charges se font à domicile, à condition naturellement de pouvoir charger à domicile, parce qu'on se rend compte que souvent les bornes, finalement, ce que je crois le facteur dimensionnant des bornes en voie publique, c'est bien le fait de ne pas pouvoir recharger chez soi. C'est-à-dire que je suis dans une maison de ville, par exemple, où il n'y a pas de garage, je suis obligé de recharger sur la voie publique, et donc effectivement, c'est ça qui va permettre, finalement, ça va être un des critères de dimensionnement des bornes sur la voie publique. Or, il y a un point qui me semblait aussi important, peut-être un petit peu plus loin, c'était le résidentiel collectif. Parce que le résidentiel collectif, la problématique, c'est chez soi, c'est relativement simple quand on a un garage de pouvoir recharger son véhicule. Il suffit d'avoir soit une prise qui va bien ou d'installer une wallbox. Mais par contre, dans une copropriété, il faut avoir l'accord de la copropriété, c'est un peu plus compliqué. Et là, il y a un énorme challenge, c'est, ça sera le développement d'infrastructures de charge en résidentiel collectif. Voilà. Voilà, c'est une très, très bonne conclusion. Pour l'exemple, Immobilité Expert a travaillé sur le guide technique stratégique pour le déploiement des bornes de recharge dans du résidentiel collectif type HLM. Et sur ces différents schémas que vous voyez, il existe différentes topologies, différentes possibilités de raccorder des points de charge. Donc il y a la colonne horizontale où il y a également les solutions faites par des opérateurs avec des systèmes de gestion, de facturation, de supervision et de pilotage énergétique, sans oublier justement ces économies d'énergie qu'on peut faire au travers des véhicules. Bon, on ne va pas rentrer sur les smart grids, parce que l'évolution de la mobilité fait que le véhicule va devenir également une source sur le réseau au niveau des compensations sur des appels de puissance, au niveau du réseau, mais aussi au niveau du résidentiel. C'est l'avenir de la mobilité électrique, la voiture devenant une source de stockage et de négociation même avec son fournisseur pour l'électricité. Voilà, exactement. Je passe à... Très bien, écoute, Khalid va nous expliquer un petit peu le métier de DBT. DBT, donc groupe français situé à proximité de Douai, à quelques kilomètres du centre-ville. Exactement, nous on est l'acteur local, on est fabricant français de bornes de recharge pour véhicules électriques. On existe depuis les années 90, on a commencé par des transformateurs de courant. De là, on a fait des bornes de distribution d'énergie, ce que vous voyez sur les places de marché en général. Et à partir de là, on a un de nos clients qui nous a demandé est-ce qu'on était capable de recharger ces véhicules électriques. C'était dans les années 90. Donc, on a fait notre première borne de recharge pour véhicules électriques en 1992. Et depuis 1992, nous sommes des pionniers en tant que fabricants de bornes de recharge pour véhicules électriques. On fait aussi du contrôle d'accès, des bornes de recharge normales et rapides. Et on est aussi opérateur de recharge. On va y aller. Non, il ne veut pas. Donc voilà, comme je vous le disais, en fait, ça c'est Alexandre Borgol, c'est notre directeur général. Et juste en dessous, vous avez notre site de fabrication qui se trouve juste à côté de Douai à Brebières. Par contre, là, je vais avoir un peu de mal. Ouais, je pense que Jean-Luc, tu vas devoir passer à chaque fois.
Allez, donc comme je vous le disais, on est un fabricant français de bornes de recharge pour véhicules électriques. On fait en sorte que tous nos distributeurs et tout notre matériel, on puisse le sourcer au national. Et bien sûr, tout ce qui est électronique vient de l'étranger. Ça, c'est une obligation puisqu'on n'a pas de fabrication ni française ni européenne. Conception en interne, on a un bureau d'études qui est directement chez nous à l'usine. On a un service de maintenance et après-vente. On a une politique RSE, comme je vous disais, le choix des composants, l'acquisition d'une flotte de véhicules électriques, la recyclabilité des produits, et on est ISO 14001 et 9001. Pour être au plus proche de nos partenaires et de nos clients, on est sur toute la France. On a une dizaine de commerciaux et de techniciens aussi service après-vente. Et dans chaque région, vous avez un commercial qui est capable de vous accompagner dans votre démarche et dans votre réflexion sur un projet de mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques. Notre directeur commercial Alexandre Réan, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, moi-même qui suis chef de vente nationale, on est aussi à l'export. On a travaillé avec les Barbades récemment, la Jamaïque et dans toute l'Europe, aussi bien en Angleterre qu'en Norvège ou autre. Donc on est à l'international aussi. Certains de nos partenaires, voilà, liste non exhaustive bien sûr, et nos chargeurs, ce qui est important. Donc le but, nous, en fait, c'est de réfléchir dans un projet global et pas juste vendre une borne. Le but, c'est vraiment de se poser avec le client, le projet, voire dans une réflexion globale, comme le disait notre partenaire Enedis. C'est pas juste poser une borne pour poser une borne. Il faut réfléchir en projet. Dans une entreprise, est-ce que je vais poser une borne rapide ou une borne normale? Le but, c'est vraiment de réfléchir. Est-ce que les gens viennent et partent en 1 heure, ou est-ce qu'ils viennent et ils restent toute la journée? S'ils viennent toute la journée, autant poser une borne normale qui va recharger toute la journée. Si on a des interventions qui doivent être faites rapidement, là on va réfléchir à une solution pour charger son véhicule un peu plus rapidement. Donc on a des bornes de 7 à 22 et en AC et de 25 à 150 en DC. Ça c'est la gamme actuelle. Borne Spark, c'est pour tout ce qui est PME ou à domicile. Voilà, la petite. En 1 point de charge ou en 2 points de charge, vous avez un bandeau qui vous permet de savoir l'état de charge. Est-ce que c'est vert disponible ou violet en charge. La Keren, qui est très demandée par les communautés de communes et même sur certains centres commerciaux. Si vous allez chez Lidl actuellement, vous allez pouvoir en voir quelques-unes. Là, c'est Auchan Noyel Godot, qui est connu dans le coin, le Touquet et Lidl justement en bas. La Tiny, celle que vous pouvez voir entre autres chez Burger King ou dans les Vosges ou dans plusieurs autres régions de France. Là, il y a dans le Jura, il y a un Electric Tour qui va être fait suite à l'installation sur tout le territoire du Jura d'une dizaine de ces bornes. Et la particularité de cette borne-là, c'est que en fait, vous avez aussi bien de la charge normale et de la charge rapide. Hop. Et ça, c'est nos Compact et Ultra, bornes 50 kg jusque 150 kg. Là, c'est plus à destination des centres commerciaux ou des aires de repos ou sur les autoroutes. Là, on a inauguré une station Ivadea du côté de Dijon où vous avez ce type de borne-là qui peut aller jusqu'à 150 kg pour recharger plus rapidement puisque c'est des points où on ne compte pas rester plusieurs heures. Hop. Justement, on parlait tout à l'heure d'énergie. Ce qu'il y a de particulier avec les bornes, c'est qu'on a des solutions pour pouvoir gérer la puissance. La gestion de puissance, ça permet, par exemple, quand vous êtes raccordé sur une seule arrivée d'énergie et que vous avez le bâtiment qui, lui, de son côté, tire de l'énergie et la borne aussi qui doit en tirer, la borne va être intelligente et va pouvoir voir en fonction de la disponibilité de l'énergie diminuer sa puissance. Donc aussi bien en grappe, en gestion statique sur une seule borne si vous ne voulez pas changer d'abonnement par exemple, ou alors en dynamique. Là, ça va prendre en compte aussi bien le réseau du bâtiment que les bornes et tout ce qu'il y a autour. Donc cette gestion de l'énergie, ce pilotage dynamique de charge se fait au travers d'un logiciel. Exactement, le logiciel et un compteur aussi électrique qui permet justement de récupérer tout ce qui est consommé à l'instant T pour pouvoir justement prendre que ce qui est nécessaire. D'accord, et DBT est également opérateur de recharge.
Exactement, on a des bornes de recharge, enfin on a des sites. Actuellement, en gros partenaire, on a Noroto par exemple, à Fâche-Tuménil, aussi bien Noyelles-Godault. Dans tout le quart nord-est, on est opérateur de charge, c'est-à-dire que on met en place les bornes, on amène la puissance via on amène la puissance via Enedis, et derrière, en fait, tout est mis à disposition et rien n'est dépensé par le propriétaire. On gère tout de A à Z et derrière on se rémunère via les charges, ce qui permet un peu comme Bump, qui vous expliquera son modèle juste après, de pouvoir mettre à disposition des bandes de recharge un peu partout sur le territoire. Donc à ce jour, vous avez déjà un réseau? Exactement, et on compte le développer au fil des ans. Voilà, donc c'est un service clé en main. C'est 100% clé en main, comme je l'ai expliqué. En fait, on voit ensemble le projet, on voit si c'est viable, et derrière, toute l'installation, tout est fait. La fabrication des bornes, c'est nous qui nous en chargeons. La mise en place, l'installation, amener la puissance pour pouvoir être disponible. Tout est pris en charge par la société R3. Donc petit rappel et petit focus sur les services apportés. Alors le fait justement d'être fabricant français de bornes de recharge pour véhicules électriques nous permet derrière de faire tous les tests en usine plutôt que d'avoir la borne qui vient directement et puis qu'on doit, enfin surtout les installateurs que ça va toucher, c'est-à-dire que tout ce qui est mise en place de tests, mise en place de carte SIM, mise en place de prix, tout est pris en charge et tout est fait directement dans l'usine. Donc une fois que la borne est arrivée sur site, elle n'a plus qu'à être installée et mise en service. D'accord, donc on parlait de supervision, on parle de protocole de communication entre les bornes et les infrastructures et les systèmes de gestion de supervision. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur l'OCPP? Alors en fait, l'OCPP, je vais prendre un exemple simple que tout le monde pourra comprendre, hein. C'est comme votre téléphone portable. Vous avez plusieurs opérateurs qui sont capables de communiquer entre eux, tout simplement. Vous avez une carte SIM, vous avez chez Free, SFR, Bouygues. Que vous soyez chez SFR ou Free, vous pouvez communiquer ensemble. C'est un peu la même chose sur une bande de recharge. Vous avez Freshmile, CityApp, Total Energy, Lost Mile, et nous en fait on est un peu un téléphone ouvert, une bande de recharge qui est ouverte et vous pouvez mettre n'importe quelle carte SIM dedans pour pouvoir justement venir vous charger avec n'importe quel opérateur, n'importe quel badge ou n'importe quelle carte RFID. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité au travers d'un protocole qui permet d'avoir des informations pour surveiller, suivre, maintenir les infrastructures de recharge qui est l'OCPP. Service après-vente, accompagnement de vos clients? Exactement, le fait, encore une fois, je vais insister dessus, mais le fait d'être fabricant français, c'est que quand vous avez quoi que ce soit, on parle français. C'est bête, mais au moins on est là pour vous accompagner, on est là pour vous suivre, on est là pour pouvoir intervenir directement. On a un bureau d'études qui conçoit et qui fabrique les bornes, et grâce à ça, on est capable de mettre à jour nos bornes. S'il y a une nouvelle technologie qui sort ou s'il y a un besoin particulier, on est capable de développer cette particularité. Ce qui a été le cas par exemple du TPE pour pouvoir payer soit sans contact, soit par code. Ce sont des développements qui ont été faits directement chez nous. Aujourd'hui, ça paraît simple et bête, mais ça n'a pas été le cas ces dernières années. On avait juste des bornes et impossible de payer autre que par badge. D'accord, et vous proposez des formations? Exactement. Ensuite, nos installateurs partenaires peuvent se former directement chez nous à notre matériel, sur notre matériel, avec justement notre bureau d'études, nos ingénieurs et nos techniciens. Donc en parlant de bureau d'études, je présume que ce seront des projets de développement de nouveaux produits? Exactement, on a une nouvelle gamme qui arrive sur cette fin d'année, aussi bien en AC qu'en DC. Donc des bornes AC nouvelle génération qui sont capables justement de proposer un parcours client plus simple, plus intuitif, avec un écran de 10 pouces, un système de paiement par carte bleue et pouvoir se fondre justement dans le paysage. Et pareil pour la borne DC, où là, la particularité de ces bornes-là, tout à l'heure on parlait de bus électriques. Actuellement, la plupart des bornes et la majorité des bornes qui sortent, les bus et les camions et les poids lourds ne peuvent pas forcément se charger dessus. C'est une histoire de voltage. Là, les prochaines bornes
qu'on va sortir sur cette fin d'année, sur le dernier trimestre, vont pouvoir charger du poids lourd, du bus et des gros camions. Très bien, merci pour cette présentation et on va terminer cette table ronde avec un opérateur de recharge, opérateur de mobilité, avec une approche globale, avec justement tous ces aspects, loi, normes, obligations, schéma directeur, pourquoi, comment développer des bornes et installer des bornes de recharge et comment on les gère, les exploite et on les maintient. Merci. Petite question bête, mais combien de temps il nous reste pour tenir à peu près le timing? 5, 6 minutes, 10 minutes. Génial. On va le faire. Donc Bump, on est opérateur, donc ça a déjà été un peu expliqué avant. On est opérateur au sens large. C'est une vision un petit peu différente, donc c'est pas, on est un peu concurrent mais pas complètement. Il y a des choses qu'on fait différemment. On va vous expliquer un petit peu ça. On peut passer directement. Donc Bump est pas pionnier. On est né il y a 3 ans, donc on a 3 petites années d'existence. Ça a été cofondé par les 2 François que vous voyez en bas. Qui ont 2 parcours très différents. François Oudot qui vient de tout ce qui est IoT, objets connectés, allié à François Paradis, côté ingénieur, qui est beaucoup plus sur tout ce qui était borne, qui était chez Vinci avant, qui gérait toute cette partie-là. Et aujourd'hui, on a la, enfin j'allais dire chance, mais c'est pas vraiment une chance, mais d'avoir eu une levée de fonds de 180 millions d'euros l'été dernier, en septembre, qui nous a permis de continuer de grandir et surtout de développer des projets chez des clients parce qu'on le fait majoritairement en tiers investisseur. Tiers investisseur veut dire on investit, on finance tout et le client ne va payer uniquement le coût du kilowattheure, donc l'électricité, et en plus un coût pour le projet. Donc on est venu recréer un peu ce que fait aujourd'hui un pétrolier. Quand vous faites votre plein d'essence, vous mettez 1 litre d'essence, ça coûte 2 euros, peu importe, c'est pas pour le débat du prix. Ça coûte 2 euros, il y a 40 centimes de pétrole, il y a des taxes, il y a le salaire du pompiste, la raffinerie, etc. etc., etc. C'est un peu pareil ce qu'on a recréé, c'est un coût au kilowattheure qui prend à la fois l'électricité, Enedis la plupart du temps, et aussi le coût du projet Bump que nous on a financé pour pas que le client ait à sortir cet argent. On a parlé tout à l'heure TCO et c'est un point très important. Les clients aujourd'hui professionnels achètent des véhicules qui valent beaucoup plus cher, qui roulent moins. Il y a un moment où ils ne peuvent pas non plus investir des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour installer plusieurs centaines de bornes AC ou DC sur des sites. Donc c'est là où les 180 millions d'euros aident bien. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une soixantaine et on a presque 5000 bornes déployées en cours de déploiement. Ça, c'est une carte qui a 4-5 mois, donc elle n'est pas tout à fait à jour. Mais voilà, à peu près partout en France et on vient de démarrer Italie, Belgique là très récemment, donc européen aussi, et puis ça va continuer de s'agrandir l'année prochaine sur d'autres pays. Quelques photos de quelques clients, mais c'est pour vous montrer aussi bien de la borne AC que de la borne DC, en intérieur comme en extérieur. On fait de tout. On n'est pas fabricant de bornes, donc on achète des bornes à des fabricants qu'on source en essayant de faire à peu près aussi bien que DBT, mais le plus français, le plus européen possible. L'idée étant de ne pas avoir de bornes qui viennent de trop loin sans citer personne. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important pour nous et d'avoir ce côté multimarque, on va dire, on n'en fait pas 50, hein, on en a 2-3. Ça nous permet aussi de répondre à différentes problématiques du client. Donc il y a un côté très agnostique là-dedans, de dire ok, on prend vraiment votre besoin. Alors parfois le besoin, c'est même pas nous qui l'exprimons, ça peut être justement des bureaux d'études comme on a eu au début, mais qui nous disent voilà exactement la flotte que va avoir le client, les véhicules du client, les tournées du client, comment on y répond. Et c'est ce qui nous permet justement, je prends l'exemple de Monoprix, mais alors là ça se reflète pas trop sur l'image, c'est des bornes Circontrol, particularité de la borne qui s'ouvre par l'avant, beaucoup plus facile pour la maintenance. Il y a beaucoup de sites où la borne est contre un mur, on peut pas installer autre chose, beaucoup de bornes s'ouvrent par l'arrière pour la maintenance. Donc ce côté-là nous aide aussi pas mal pour pouvoir pour répondre au mieux à la problématique du client. Oui, donc effectivement, la bonne borne au bon endroit, dans les meilleures conditions d'exploitation, d'usage et d'accessibilité, de visibilité. Oui. Et donc des choix de bornes, des choix d'interconnectivité, de ce qu'on appelle pour assurer l'itinérance avec le référencement sur les plateformes comme J-Rêve, entre autres, ouais. Et des services. Donc c'est le métier d'un opérateur. Tout à fait. Et je rajouterais même une dernière brique qui était ce qu'on disait tout à l'heure avec Enedis, c'est aussi le coût le plus faible possible, parce que entre les bornes à l'entrée du site ou à la sortie du site, on peut avoir
50 000 € d'arrivée de puissance qui diffèrent. Donc très important dans cette étude-là aussi. Nous, notre offre aujourd'hui, 3 grands piliers pour vulgariser un peu la chose. Les bornes, on va dire que c'est ce qui se fait depuis longtemps. Donc il y a plein de gens qui installent bien des bornes. On n'est pas les seuls à le faire correctement. Mais voilà, donc c'est cette partie installation de bornes avec l'audit, le besoin, etc. Aujourd'hui, on a eu une deuxième bataille qui était sur l'itinérance. Donc ce que vous disiez justement, l'interopérabilité, JREV, Object, etc. Sans entrer dans des débats, pour nous il existe peu de très bons badges aujourd'hui parce que c'est très bien d'être interopérable et d'être JREV, mais il y a encore beaucoup de développement à faire derrière pour que ça fonctionne. Il suffit pas juste de payer pour avoir accès aux fameuses 100 000 bornes en France. Donc il faut avoir derrière des équipes pour développer, pour que ça fonctionne, pour que le badge marche, pour que l'appli marche. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup investi. Pour tout vous dire, les équipes tech et produits chez nous, c'est plus de monde que les équipes sales. Donc pour vous donner une idée de tout ce qu'on investit sur l'itinérance et les services qui sont vraiment la plus-value qu'il peut y avoir demain chez un client, parce que, on l'a dit aussi en intro très rapidement, voiture collaborateur, avantages en nature, remboursement, domicile, itinérance, enfin il y a tout un tas de problématiques. La borne vient les amener, puisque du coup on charge plein de véhicules à plein d'endroits, à plein de moments, avec plein de tarifs. Et il faut que ces badges et que ces services permettent de fluidifier tout ça et d'aller aussi solutionner ça dans une entreprise pour pas que le gestionnaire de flotte ou le comptable vive l'enfer de savoir qui doit rembourser, quand, combien, etc. Donc itinérance très important, on va même au-delà de Object et de JREV. Aujourd'hui on fait des développements de gré à gré, donc par exemple avec le badge bump vous pouvez aller charger chez Fastned, bientôt chez Tesla aussi. Tesla on ne sera pas les premiers, mais voilà c'est des développements qu'on fait en plus aussi parce qu'on sait que ça va être nécessaire et qu'on ne peut pas se limiter à cette interopérabilité. Côté service, donc un portail, une app mobile pour vous tous gratuite. Un portail qui permet là plus pour le client B2B de gérer ses bornes, de gérer ses sites, de gérer sa flotte. Et c'est des éléments qui sont hyper importants parce que chaque client a des besoins spécifiques sur lesquels on va pouvoir y répondre aussi grâce à des services digitaux. Je vous donne un exemple, on a par exemple là un hôpital très dernièrement qui nous a demandé que le chirurgien qui se gare, s'il a une voiture ventouse, donc voiture ventouse qui reste toute la journée, même quand elle est chargée, évidemment on ne peut pas le pénaliser, le chirurgien il ne peut pas sortir d'une opération, enlever sa voiture de la borne. À l'inverse, si c'est un visiteur, différents taux de pénalité, si c'est un client, encore différents taux de pénalité. Tout ça c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On a la chance encore d'être une petite boîte, donc d'être réactif et d'avoir développé tout ça. Pour le faire, en 1 mois et demi, on leur a proposé une solution qui gérait tous ces profils, toutes ces pénalités, toute cette expérience. Et c'est là où je vous disais un peu en intro, c'est tout le monde pouvait leur installer une borne correctement sur le site. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient capables en 1 mois et demi d'apporter ce service et de répondre à ce besoin. Donc c'est un exemple de service qu'on aime beaucoup développer. D'accord, et pour le financement ? Financement, très bonne question. Alors la partie gauche, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que ça va être très commercial, on peut s'en reparler, on a un stand tout là-bas au bout. C'est plus la partie droite, on a grosso modo 3 grandes possibilités de financement. L'achat, bête et méchant, vous achetez les bornes, vous êtes propriétaire, voilà, c'est vos bornes et peu importe ce qui se passe dessus. C'est très sympathique quand vous installez 3-4 bornes. Le jour où vous avez une boîte qui doit en installer, par exemple en ce moment on installe chez Avis pour leur base arrière. C'est une trentaine de sites, c'est énormément de bornes dont des DC, donc des bornes qui valent entre 30 000 et 60 000 euros. D'un coup c'est pas le même budget. Donc plus compliqué pour eux, c'est peut-être pas là-dessus qu'ils ont envie d'investir, c'est pas leur cœur de métier, c'est pas cet investissement qui leur rapporte beaucoup d'argent. Donc l'achat est pas forcément le meilleur calcul dans ces cas-là, et on a fait le fameux à la consommation. Alors il s'appelle Charge on Demand officiellement chez nous, mais on l'a francisé à la consommation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment vous payez quand vous chargez. Donc c'est vraiment comme on fait aujourd'hui avec de l'essence, on se pose pas la question de savoir combien il y a de coûts de pétrole quand vous faites le plein. C'est exactement pareil là. On est revenu créer un coût au kilowattheure et le client paye en fonction de ce qu'il charge. Très intéressant ce modèle-là pour des clients, surtout logisticiens ou autres, ça avait beaucoup plu au début parce que, en fait, ce financement à la consommation est lié à leur activité. L'activité baisse, les véhicules roulent moins, ils chargent moins, ils payent moins. Logique, mais vu que tout ça fonctionne bien, ils font aussi moins de chiffre d'affaires, ça se suit. Donc il y a un alignement des intérêts entre le client, Bump, et c'est ça qui est hyper important. Demain, je vous prends un exemple, DHL, leurs camions tournent énormément, ils font plein de livraisons, c'est Black Friday, ils chargent beaucoup, ils payent beaucoup, mais du coup beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de dépenses, c'est logique pour eux. Et ça c'est quelque chose qui est très important et qui vient vraiment
qui est un peu plus intelligent, j'ai envie de dire, qu'un loyer fixe, où vous allez dire à DHL, tous les mois, vous payez 100 € la borne, très bien. Le mois où il consomme énormément, il est gagnant. Par contre, les mois où il ne consomme pas beaucoup, type Covid, là, d'un coup, il paye tous les mois pour un service qu'il n'utilise pas. Donc, c'est pour ça que la consommation, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est comme un peu, on a eu tout à l'heure, c'était un très bon exemple, les téléphones portables. Au début des téléphones portables, vous payez à la consommation. Vous aviez 2 heures, 3 heures, vous aviez un abonnement. Si vous dépassiez, vous payez à la consommation. Le mois où vous ne téléphoniez pas, vous payez un petit peu moins cher. Maintenant, il y a du illimité, c'est encore autre chose. Le flex, c'est entre les deux, c'est un mix. Il y a un apport du client. L'apport, c'est souvent le coût d'arrivée de puissance, donc c'est Enedis. Et ça permet derrière d'avoir un coût qui est à la consommation qui est un peu plus bas. Pour revulgariser une dernière fois ce truc-là, c'est un peu comme quand vous achetez une voiture. Vous l'achetez content, vous êtes propriétaire, c'est l'achat. Vous avez 0 à investir, vous êtes à la consommation et tous les mois, vous payez. Et puis le flex, c'est vous faites un apport. Du coup, vous payez un peu moins cher tous les mois. Ouais. Bon, pour... Très bien, merci Stéphane pour cette présentation de Bump. En conclusion, avant de donner la parole éventuellement à une ou deux questions pour terminer cette table ronde, on s'aperçoit qu'on ne met pas n'importe quelle borne à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition. Il y a des lois, des normes, des obligations en matière de déploiement. On est là pour vous accompagner, du bureau d'études jusqu'à l'opérateur, en passant par les constructeurs, les fournisseurs pas de l'énergie, mais du point de livraison, et en tenant compte des problématiques des véhicules, des flottes, des accès, du branchement du véhicule, de la fréquentation de branchement et débranchement. Donc on parle d'ergonomie à la recharge du véhicule électrique, surtout pour les flottes au niveau de la livraison. Donc on travaille aussi pour des projets comme DHL, on a travaillé pour Enedis, on a travaillé pour des grosses entreprises françaises. Donc on est là pour vous accompagner et on travaille ensemble, puisque à la base il faut faire les études et à la fin il faut installer, exploiter, maintenir et entretenir dans les meilleures conditions des bornes qui sont sur la voie publique, qui ne sont pas forcément bien utilisées et bien exploitées, et surtout si elles ne servent pas, elles vieillissent prématurément. En tout cas, merci pour cette attention. Si vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas. On a encore 2 minutes parce qu'il y a une autre intervention juste après.